On avance lentement mais sûrement vers la tenue des élections en 2023. Plus qu'une année nous sépare de ces grands échéances en République démocratique du Congo après l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi en 2019. Mesdames et messieurs, vous suivez à vous la parole, votre magazine d'actualité et d'information générale que vous propose la télévision au cœur des investigations Bossolo Télévision. Ils veulent avancer. Pour aller où? Pour quel objectif, pour quel but? Votre tribune pour ces nouveaux numéros a le privilège de recevoir sur ces plateaux M. Ghislain Mwangi, il est le président du parti politique Avance, qui est un courant progressiste extra-institutionnel de l'Union sacrée pour la nation, une vision chère au président de la République. Bienvenue, messieurs Ghislain. Merci beaucoup, Guy Bouchard. Le plaisir est pour nous de venir ici, comme vous l'avez dit, sur un plateau de la chaîne au cœur des investigations, échanger autour des questions d'actualité. Pour vous, Bossolo Télévision représente quoi dans l'espace médiatique congolais? Une innovation, un canal tout nouveau qui a su supplanter d'autres canaux de communication qui ont existé avant Bossolo, mais qui avaient plus de pratiques plus tendancieuses. Sur Bossolo, nous comprenons que tout acteur politique, tout acteur social dans notre pays peut venir et dire la vérité au profit du progrès social, au profit de la vérité et surtout pour que le Congo puisse avancer. Nous attendons des vérités sortir de vous, puisque vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que nous donnons la place aux politiques, aux opérateurs économiques, aux acteurs de la société civile, pour parler de ce qui intéresse la population de manière claire et précise. Monsieur Ghislain, vous êtes acteur politique. Pourquoi avoir créé ces courants progressistes avançants? Bien avant tout, j'aimerais bien vous rassurer des vérités que nous allons tenir ici, au travers de cette émission, parce que vous nous donnez la parole, à vous la parole, donc à nous la parole. Vous avez la parole. Soyez-en garantis, il y aura de vérité. Alors, en ce qui nous concerne, pourquoi nous avons créé ce courant politique? Parce que le Congo a besoin d'avancer. La population congolaise, pour laquelle nous sommes aujourd'hui le porte-voix, nous a donné une mission. Elle nous a dit qu'il faut qu'au-delà des clivages politiques, au-delà de l'intelligence démontrée de chaque camp politique, au-delà de toutes les promesses tenues par des acteurs, nous voulons que le Congo puisse avancer. Nous voulons que nous puissions avoir des indices. Nous voulons constater que nous étions à 1, 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous sommes à 7, 8, 9. Ça veut dire que sur le plan de l'observation de la marche du pays, nous sommes ce courant politique qui est venu aujourd'hui apporter plus d'énergie pour que nous puissions quitter l'immobilisme pour entrer dans une dynamique progressiste qui ferait tout pour que le peuple congolais puisse être satisfait de l'action politique menée depuis lors jusqu'à ce jour. Vous parlez de l'immobilisme, je vous prends au mot. Par où vous sentez l'immobilisme dans l'exercice du pouvoir dirigé par Félix Tshisekedi? Tout à fait, pour simplifier le langage. L'immobilisme veut dire le fait de ne pas avancer. Vous êtes président d'une structure qui se nomme Avance. Bien sûr. Mais pourquoi on n'avance pas? Parce que nous conjuguons ces verbes avancer qui carrément est à l'impératif qui dit avance. Nous voulons que la RDC puisse avancer. Vous voulez qu'on avance pour aller où? Avancer, pour aller vers le progrès. Parce que vous savez, de tout ce qu'on peut attendre des initiatives entreprises par les uns et les autres, on n'attendra pas plus que le progrès. On veut voir le résultat. Et pour notre part, on s'est dit que par rapport à ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais est exacerbé et il dit que non, mais écoutez, il en est assez. Beaucoup de discours, beaucoup de projets, beaucoup de promesses, beaucoup d'intentions. Mais est-ce que le résultat nous permet aujourd'hui de dire que le Congo a atteint certaines considérations sur l'échelon international, régional, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé? Est-ce que nous pouvons regarder, nous dire, nous-mêmes d'abord que voilà, nous avons connu du progrès? Et voilà pourquoi nous avons décidé d'avancer. Et le fait de porter ces combats ne fait pas de nous de Congolais différents des autres, mais simplement de porte-voix du peuple congolais qui pensons que
à force de travailler, à force de militer pour qu'il y ait du progrès, l'ensemble de notre macrocosme politique pourrait adhérer et devrait d'ailleurs adouber cette démarche pour que nous puissions atteindre les résultats du progrès. On vous identifie au sein de l'Union sacrée, je crois que c'est ça. Vous êtes un organe, un courant progressiste extra-institutionnel, mais vous identifiant de l'Union sacrée. Quel remède vous apportez que vous sentez ça ne va pas dans la marche du pays? Il faudrait d'abord qu'on le reconnaisse. Nous avons souscrit aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en marge de la création d'une nouvelle majorité politique parlementaire, l'Union sacrée de la nation, qui aujourd'hui a un gouvernement dirigé par le Premier ministre Samalou Kondé. Nous avons pris part à ces consultations. Nous avons eu la chance ou carrément l'opportunité de naître à la veille de ces consultations. Nous, courants politiques, avance. Alors, c'était pour nous d'abord une opportunité d'aller voir le premier citoyen de la République qui, après avoir constaté que la coalition FCC Cash ne pouvait pas peut-être être plus favorable à travers le temps par rapport à sa vision pour la gouvernance, pour la présidence du pays, que nous pouvons y aller avec ce que étaient nos desiderata, que nous avons résumé à travers un mémo, lequel nous l'avons soumis dans le cadre de ces consultations pour qu'ils puissent en prendre compte. Alors, il faut qu'on puisse dans les coulisses des coulisses. C'était quoi vos revendications lors des consultations? Voilà. Évidemment, c'est ce que je devrais décliner tout à l'heure. Allez-y. Nous avons coulé dans ces mémos plusieurs perspectives au travers les secteurs qui animent la vie nationale, la vie de la République, et que nous avons résumé en 3 luttes qu'il faudrait mener. D'abord, une première lutte contre le passéisme, et ensuite la lutte contre les conservatismes des mauvais goûts, et qui devrait éviter ce que nous sommes en train de protester aujourd'hui, l'immobilisme. Nous avons demandé au président Tshisekedi qu'il faudrait faire attention. La République vient de très loin, les dialogues de Sand City, la transition en +4, les premières élections démocratiques en 2006 avec le président Kabila, la réélection du président Kabila en 2011, et maintenant l'alternance démocratique, pacifique. Mais qu'est-ce que le Congolais veut? Qu'est-ce que le peuple congolais veut dans son ensemble? Le peuple congolais veut que nous puissions quitter le passéisme, éviter tout ce qui a été mauvais par le passé, tout ce qui nous avait été imposé soit par la communauté internationale, soit par les acteurs politiques, soit par les voisins dans la sous-région, pour que nous puissions vivre une nouvelle réalité avec l'avènement d'un chef d'État élu pour une alternance. Éviter en deuxième lieu, voudrais-je dire, les conservatismes de mauvais goût, ça veut dire ce que nous avions développé comme velléité démocratique, comme mauvaise pratique dans la gouvernance, dans la gestion de la République, pour que désormais nous puissions adopter des nouvelles stratégies, des nouvelles mentalités qui permettront que la République soit gérée de manière différente et que désormais nous puissions prendre la direction du progrès. Et cela devrait nous éviter ce que nous avons dit, ce que nous avons appelé l'immobilisme. Fort malheureusement aujourd'hui, si on observe la République, depuis les consultations, depuis le gouvernement de Wayor, le peuple congolais continue à nous dire, au travers de différentes consultations, que nous sommes en train de subir un certain immobilisme dans plusieurs secteurs. Et vous allez comprendre que ce n'est pas nous qui dirons ça. Plusieurs indicateurs démontrent économico-politiques démontrent que la situation du pays demeure la même avant l'avènement de l'Union sacrée, tout comme aujourd'hui. Et nous pensons que continuons à marteler sur notre discours, sur notre appel à la rupture avec le passéisme, les conservatismes mauvais goût et au refus de l'immobilisme, nous pourrons apporter notre pierre à la contribution de la construction de l'État progressiste. Alors aujourd'hui, on voit les courants progressistes extra-institutionnels naître à l'issue des consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un courant qui n'a qu'une année, des ambitions démesurées, de briguer un mandat politique pour se faire entendre ou quoi? Malheureusement, vous dites démesuré, nous pensons que le peuple congolais est le seul
souverain primaire. Mais on s'est dit, mais vos revendications, on s'accouchait de quoi? Ben écoutez, nous avons soumis un mémo au magistrat Parce que le président de la République a fait une synthèse de tout ce qui est comme revendication. Le président Tshisekedi, élu depuis 2018, qui a prêté serment en janvier 2019 pour un mandat de 5 ans, nous ne sommes pas venus nous substituer à lui. Nous sommes venus lui soumettre. Vous l'avez dit, pas lui soutenir. Nous sommes venus le soutenir et nous sommes venus aussi lui soumettre. Et votre soutien se résume dans quoi? Parce que vous êtes en train de dénoncer, d'écrier et puis déplorer. Non, nous, on n'écrit pas. Nous parlons au nom du peuple. Mais vous parlez de l'immobilisme. Ben voilà, nous dénonçons au nom du peuple congolais. Nous parlons au nom du peuple congolais. Mais vous apportez quoi comme remède? Nous avons apporté déjà un mémo que nous avons soumis au chef de l'État. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est le suivi. Parce que la plupart des forces politiques qui sont passées aux consultations n'ont pas révélé à la population congolaise ce qu'a été le contenu de leur mémo, ce qu'a été l'objectif de leur démarche auprès du président Tshisekedi. La première était réservée au président de la République. Nous, depuis le lendemain, parce que nous l'avons réservé au président, mais depuis le lendemain de consultation, nous avons commencé à vulgariser ce qu'avait été le contenu de notre mémo adressé au chef de l'État. Le résumé fait par le chef de l'État jusqu'à rompre le mariage avec le FCC, ça ne vous a pas plu. La rupture de la coalition FCC-CACH, pour nous, ce n'est pas un succès. Nous avons soumis un mémo, mais pour nous, la rupture de la coalition FCC-CACH est un fait à regretter aujourd'hui parce qu'on pouvait maintenir la coalition FCC-CACH, mais tout en continuant à lutter contre le passéisme, les conservatismes de mauvais goût et l'immobilisme. Donc, il ne faut pas confondre. Mais on a crié au blocage, tous les participants aux consultations ont quand même reconnu le dysfonctionnement au sein de la coalition, les mauvais pas, peut-être que certains membres du gouvernement, ici, donc, cette coalition, étaient en train de prendre, mais tous ne pouvaient pas conclure que la rupture de la coalition CCCACH serait la meilleure option pour sauver le Congo. Mais je pense que ce qu'il fallait faire, c'est d'abord, arrêter avec le passéisme, comme nous l'avons donc. Et comment arrêter si on doit marcher avec? Nous l'avons adressé ces mots au commandant suprême, c'était à lui. Parce que tout ce qui a été mauvais par le passé, le président Kabila l'a dénoncé, l'opposition l'a dénoncé, donc le président Tshisekedi étant opposant à l'époque, il le savait. Tout ce qui a été fait de mal est connu de tous, donc il faudrait éviter de les conserver, d'où le conservatisme de mauvais goût. Et tout ce qui immobilise la République depuis plus de 10-20 ans, nous le connaissons tous, on devrait tous s'impliquer au refus. Malheureusement, parce que vous allez comprendre une chose, tout ce qui accompagne le président Tshisekedi aujourd'hui dans son cabinet, au sein du gouvernement, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, le gouverneur de province, tous sont en train de faire les pratiques du passé. Chacun vient, il arrive pour se servir et ne pas servir le peuple congolais. Chacun arrive. D'après vous? Ben écoutez, le fait d'abord déjà qu'on soit rémunéré par le trésor public, ben qu'on ne fournisse pas un travail de qualité qui change la vie des citoyens, c'est déjà se servir soi-même. Parce que vous, à la fin de chaque mois, à chaque échéance de paiement, vous avez une rémunération, vous avez des émoluments. Mais est-ce que le peuple congolais pour qui vous travaillez se retrouve? Non. Donc les députés ne font rien, les sénateurs... Surtout ce qu'il faut dire, parce que je ne voudrais pas ici m'attaquer à toute la classe dirigeante, mais je pourrais dire que nous sommes de ceux qui ne mâchent pas le mot pour dire que le plus grand obstacle de la réussite du quinquennat du président Tshisekedi repose sur le Parlement et les assemblées provinciales. Pour avoir fait quoi? Parce que déjà... Ils ne font pas leur travail. Ben écoutez, le président de la République... Ils légifèrent de loi. Nous sommes dans un état de droit, M. Bouchard. Nous devons observer ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Ça veut dire que Bien sûr que oui, chacun joue son rôle, joue sa partition. Évidemment, voilà ce que j'appelle la séparation de pouvoir. Dès que le président Tshisekedi a le pouvoir d'engager la République vers une direction, de nommer un gouvernement, de lui donner les grands axes de travail, et que c'est des gouvernements, lui, définit son programme et les présente à la représentation du peuple et que ces programmes soient validés, le travail ici revient au Parlement. C'est le Parlement qui doit suivre le gouvernement. Bien sûr que oui, c'est un travail. Pour assurer le contrôle. C'est un travail qui est fait. C'est le Parlement qui doit observer notre arsenal juridique pour voir comment légiférer pour que nous puissions améliorer, donner les instruments de gouvernance à ceux qui sont au gouvernement, donner les lois à ceux qui assurent
le fonctionnement de la justice pour que l'on puisse dire le vrai droit. C'est aussi le Mais pouvoir est-ce que budgétaire. nous pouvons dire aujourd'hui que le parlementaire sous Félix Tshisekedi ont produit plus de lois que sous Joseph Kabila? Est-ce que nous pouvons dire que les assemblées provinciales sous Félix Tshisekedi ont évité de fragiliser les gouvernements provinciaux ou carrément le gouverneur des provinces pendant Félix Tshisekedi? Nous avons eu plusieurs motions de défiance contre le gouverneur. Nous avons plusieurs dysfonctionnements au sein des assemblées provinciales. Nous avons eu plusieurs divertissements et moi que je dirais inutiles au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat. On est plus allé dans le fait personnel, dans les intérêts des groupes, qu'aller dans l'intérêt de la société, tout comme envisager les meilleures options pour la République au travers le pouvoir législatif. Mais je pense que l'unique volonté pendant ces quinquennats que nous devons reconnaître, c'est la volonté du président Tshisekedi qui ne peut pas aujourd'hui être sujet à discussion. Il a démontré qu'il voulait que le Congo puisse avancer. Il a démontré qu'il voulait qu'on finisse avec la guerre. Il a démontré qu'il voulait qu'on puisse gouverner autrement. Il a montré au travers son impulsion à l'IGF qu'il voudrait qu'on puisse avoir une gestion saine éradiquer des finances publiques, éradiquer les détournements de fonds. Ça, c'est indiscutable. Mais au niveau du pouvoir législatif, nous avons vraiment le meilleur dysfonctionnement qu'il faudrait ici dénoncer. Et moi, je pense que l'immobilisme réside là-bas, au niveau du Parlement, tout comme au niveau des assemblées provinciales. Et nous, en tant que courant politique, nous disons que le plus grand ennemi ou carrément le plus grand handicap du président Tshisekedi, c'est d'avoir hérité d'un Parlement issu d'une composition programmée par ce que nous avons eu comme difficulté avec le bureau Corneille Nangaa à la CENI. Nous avons eu des députés nationaux dont la légitimité est encore douteuse jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi ils travaillent dans le sens d'un commerce de suffrage qui ne profite pas à la population. Bon, je l'ai dit dans mon introduction que ça avance à grands pas, les échéances de 2023. Mais autrefois, on vous identifiait du Front commun pour le Congo. Quelle démarcation faites-vous entre le pouvoir de Félix Tshisekedi à celui de Kabila dans les 3 premières années? Mais c'est qu'il faut reconnaître que les temps sont différents. D'abord, la différence, c'est la différence de temps. Joseph Kabila... Non, je parle de la démarcation, tout simplement. Mais vous êtes dans une optique comparative. Voilà. Joseph Kabila a hérité d'un pays qui avait vraiment presque tout à tort, hein, sur le plan de l'unité nationale, sur le plan de la sécurité, sur le plan des finances, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'endettement, de la dette extérieure, sur le plan des institutions. Joseph Kabila est aujourd'hui comme étant le père de tout ce que nous avons eu dans notre pays, comme d'abord le fondement de l'état des droits. Il a promulgué la Constitution, la première, celle que nous avons depuis 2006. Il a installé les institutions démocratiques conformément à la Constitution. Il a promulgué plus de 200 lois pour que nous puissions assurer, au-delà de la Constitution, la gestion du pays comme étant un état de droit conformément aux textes légaux. Il a conduit 2 échéances électorales jusqu'à la 3e qui a été l'alternance. Je crois que le président Tshisekedi a ses défis. Le défi du président Tshisekedi, ce n'est pas de travailler à l'époque de Kabila, parce que Kabila a fait ce qu'il fallait faire et n'a pas pu faire ce qu'il n'a pas pu faire. Ça, nous ne pouvons que l'évaluer. Mais le président Tshisekedi, aujourd'hui, il faut que nous puissions comparer ce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'handicap, c'est d'abord qu'il a hérité d'un Parlement qui n'est pas légitime. Les députés nationaux et sénateurs ont été ceux qui sont aujourd'hui. Ils sont députés nationaux parce que plusieurs sont passés dans un système de corruption et de cooptage que la communauté internationale reconnaît, que plusieurs observateurs pendant les élections ont dénoncé, que nous-mêmes, en tant que candidats aux élections de 2018, avons dénoncé. Je pense que déjà là, c'est un problème. Et il a juste fait une option parce que lorsqu'il a lancé la rupture FCC-Cash, je pense qu'il avait devant lui une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. Mais le président Tshisekedi a peut-être évalué le coût que devrait coûter la dissolution d'une Assemblée nationale, bien qu'étant très peu légitime, il a choisi de recourir à une pratique un peu ancienne, celle qu'on appelle un peu le débauchage, il faut le reconnaître. Les députés, aujourd'hui, disons, appelés de l'Union sacrée, c'est les mêmes députés qui étaient du Front commun pour le Congo. Ouais. Ils sont élus PPRD, élus dans la mosaïque
du PPRD. Ils ont constitué ce qui était la majorité du FCC. Je crois que c'est un recours pour le moins de coûts par rapport au coût si on pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est qu'il faut reconnaître que tous ces élus, qui sont d'abord pas de vrais élus, qui la population dans plusieurs circonscriptions ne parvient ni à reconnaître ni à identifier. Ça, c'est votre commentaire. Sont aujourd'hui, je le dis, je l'assume parce que je suis en contact avec le souverain primaire, sont aujourd'hui le vrai frein, le vrai handicap à la bonne marche de la République sous Félix Tshisekedi. Là est un défi, mais je crois qu'il a pu le faire parce que pour le moment, ils sont acquis à la dynamique des unions sacrées, mais fort malheureusement, ils ne sont pas en train de réaliser les bons scores avec ce que nous produit le gouvernement Sama Lukonde. Et chacun dans ce gouvernement vit ce qu'il veut. Nous sommes dans une machine gouvernementale qui vit la véritable dissonance avec tout ce que nous vivons de ministres ici de certaines familles politiques. Ghislain Mwangi, il est le président du courant des progressistes extra-institutionnels. Élection 2023, ça avance à grands pas. Quand vous êtes de la structure Avance. Les élections précédentes nous ont coûté 600 millions de dollars américains. Corneille Nangaa a fait un rapport à l'Assemblée nationale qui était applaudi par le Parlement congolais et puis approuvé ces rapports. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans un processus électoral qui nous coûterait 500 millions de dollars américains. Pensez-vous que la population congolaise aspire aux élections ou au développement? Je pense qu'il y a une erreur. Déjà, le fait de penser qu'il faut confronter les défis du développement et les défis du processus démocratique. Puisqu'on se rend compte que les élections coûtent beaucoup à l'État congolais. Ouais, les élections coûtent beaucoup dans tous les États démocratiques. Mais pourquoi on doit aller jusqu'à 600 millions de dollars? Écoutez, ce n'est pas à un courant politique tout jeune comme le nôtre de justifier les budgets de la CENI. Mais puisque vous défendez une population, vous voulez qu'on avance, vous ne voulez pas l'immobilisme. Ce n'est pas dans les discours. Il faut qu'on avance du point de vue développement intégral de la population, sanitaire, éducative, aussi sociale. Mais on avance parce qu'on organise les élections. Ou soit on doit avancer parce que le pays est en train de construire des infrastructures, des bases pouvant aider le développement de la communauté. Premièrement, nous sommes favorables à la démocratie moderne. Sans élection, sans échéance électorale régulière, on ne peut pas aspirer, on ne peut pas prétendre être dans cette démocratie. Et qu'est-ce que ces élections nous donnent au finish? En fait, les problèmes électoraux n'est pas un problème des dons à faire aux populations, mais c'est un problème de légitimation des acteurs qui gouvernent le pays. Et une société démocratique ne fonctionne qu'avec des acteurs issus de la volonté du souverain primaire. Parce que de plus de 80 millions de Congolais, on ne peut pas tous le prendre, le mettre pour des décisions. Il faut d'abord avoir des représentants du peuple, qu'on appelle députés nationaux. Il faut ensuite avoir les représentants de tout le peuple qui est élu au suffrage direct, qu'on appelle président de la République. Ouais. S'il faut considérer avec les députés provinciaux, il faut avoir aussi les députés provinciaux qui représentent les populations dans les provinces. Au-delà de tout, les représentants indirects qui sont les sénateurs et les gouverneurs. Ce que je pourrais vous dire, Guy Bochard, est que nous sommes un pays qui est confessé la démocratie moderne. Nous devons reconnaître que l'unique voie pour accéder au pouvoir, pour exercer les pouvoirs, ne reste que la voie des élections, la voie des urnes. Le coût que nous pouvons... Il faut d'abord donner priorité à ça. Le coût, c'est une priorité. Parce que là, si une société, vous assumez cela. Sur le plan de la gouvernance, si une société présente des problèmes, tout sera compromis. Les développements sera compromis. Les développements dans tout le domaine. La croissance sera compromise. Moi, je suis convaincu que l'option d'une société démocratique reste la meilleure. Nous ne sommes pas une monarchie, encore que nous sommes un pays à historique très varié depuis la colonisation jusqu'à devenir une république démocratique du Congo passant par les Zaïre. Je crois que l'expérience électorale de 2006, 2011, 2018 nous démontre qu'il faut passer par la voie électorale pour diriger ce pays. Il faut cependant accepter que la CENI, avec ceux qui sont députés aujourd'hui, avec tous ceux qui sont acteurs aujourd'hui
de notre société, évaluer le coût des élections et pourquoi pas le payer. Parce que c'est le prix pour la légitimité de ceux qui gouvernent et aussi c'est le prix pour que le souverain primaire soit réellement représenté. Ce que nous voulons, c'est que payons ces prix, que nous ne puissions plus retourner dans un processus électoral biaisé, que nous ne puissions plus retourner dans un processus électoral opaque qui fera que le souverain primaire, ayant accepté les sacrifices d'un certain coût de millions de dollars, des centaines de millions de dollars, puisse avoir des élus non légitimes, puisse avoir des gens, de personnes que le salon politique ont désigné pour représenter des populations qui ne se reconnaissent pas en eux. Vous êtes de l'Union sacrée, permettez-moi de vous identifier en cela. Félix Tshisekedi voit déjà 2023, puisqu'il y a des partis politiques comme des formations, des courants qui se sont prononcés en faveur de sa candidature. Vous, de l'extrait institutionnel, comment voyez-vous 2023 sous Tshisekedi? Ben écoutez, nous sommes très inquiets et c'est alarmant d'ailleurs parce que vous savez, depuis la création de l'Union sacrée, nous posons beaucoup de questions. Quelle est cette structure qui pénètre sans certaines formalités politiques, juridiques nécessaires? Vous allez comprendre que l'Union sacrée est née d'une certaine mouvance qui jouit... On a parlé d'une vision, si on a bien entendu le président de la République. Écoutez, la vision du président, c'est que le pays puisse aller de l'avant. Si je vous ai dit que si nous avance, on a pris part aux consultations, c'est parce que nous avons compris que le président voulait que le pays puisse aller de l'avant. Mais à constater aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le passéisme, nous sommes en train de vivre le conservatisme des mauvais goûts. Tout ce qui se faisait, tout ce pourquoi nous nous sommes plaints sous la coalition CCCH, tout ce pourquoi la population s'est quand même plaint sous le deux mandats de Joseph Kabila, continue à partir. Tout ce pourquoi même le président Kabila lui-même s'est plaigné. Il a demandé à avoir plus de bons collaborateurs. On continue à les vivre. Ça veut dire quoi? Mais ces discours-là n'existent plus. Hein? Mais écoutez, ça continue. L'Union sacrée est née, mais il faut qu'il y ait des actes qui sanctionnent sa naissance. Est-ce qu'il y a une charte? Parce que nous avons pris part aux consultations. Parce qu'après les consultations, après le discours du président de la République déclarant la rupture FCCH, il n'y a jamais eu des invitations, il n'y a jamais eu des assises pour signature de la naissance de l'Union sacrée, d'une certaine charte, d'un certain document qui sanctionne. On a vu Bati réunir le cacique de l'Union sacrée une fois, c'était au Fleuve Congo Hotel. Vous le citez, il est actuellement président du Sénat, je crois que ça n'a été que dans son bénéfice, c'est que je dis que l'Union sacrée, aujourd'hui, n'a été que dans le bénéfice de certains groupes ou de certains individus. Comme Bayati, comme vous le dites. Lui, il avait objectif. Ses objectifs étaient clairs. Il devrait reconstituer son groupe des élus au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciaux qui lui avaient présenté une certaine résistance sous FCCH. Il a réussi. C'est ce qu'il a réussi. Donc, sur le plan de résultat, Modeste Bathily-Kobo, AFDC, a pu reconfigurer son poids politique. À part ça, il a pu reconquérir le poste du président du Sénat qu'il avait perdu face au président Tamwe Mwamba, oui, qui était le choix du FCC. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Bathily-Kobo a pu placer au gouvernement dans le meilleur poste des cadres de la FDC. Vous allez voir que dans plusieurs stratagèmes, il est bénéficiaire. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à être très, très regardant vers quiconque essaie d'osser la tête. Mais c'est au sein de l'Union politique aussi. Hein. Il faut reconnaître ça. Guy Bochard, permettez-le-moi, il faudrait que le président Tshisekedi ouvre les yeux. Parce que moi, je pense que... Mais comment c'est un partenaire politique qui n'est pas le moindre, il ne faut pas le minimiser quand même. Non, c'est un partenaire politique qui n'est pas les moindres. Mais je parle de la structuration d'une coalition politique, une grande coalition, la plus grande aujourd'hui. Il faut ignorer les poids politiques. Écoutez, je n'ai pas dit qu'il faut ignorer les poids politiques. La plus grande coalition aujourd'hui sur la sphère politique, c'est l'Union sacrée, parce qu'elle est la majorité parlementaire. Mais est-ce que nous pouvons l'admettre tout en étant non structurée, non opérationnalisée, comme il faut, et il y a des actions non harmonisées? On ne sait pas qui coordonne cette structure, on ne sait pas comment répartir certaines responsabilités s'il faut donner des postes, et certaines personnes, comme par exemple le cas pour Bathily-Kobo, ne s'imposent qu'au travers leur principe de poids politique, alors que dans une coalition politique comme celle-là, il ne faudrait pas seulement aller avec l'optique du poids politique,
il faut aussi aller avec l'optique de la solidarité dans la coalition. C'est ça qui est par exemple, je ne comprends pas. Il ne comprend pas, parce que ça a été aussi son problème au sein du FCC. Ne personnalisons pas les débats sur... non, je suis en train de donner un exemple, permettez-le-moi, que je parte de son cas pour dire une chose. Je ne suis pas en guerre contre M. Bahati Lukwebo, mais je dis une chose. Nous nous disons aujourd'hui, vous nous présentez comme étant des membres de l'Union sacrée extra-institutionnels. Ça veut dire que nous avons pris part en consultation. Nous avons apporté notre mémo. Nous continuons à soutenir le président Tshisekedi, mais nous ne sommes dans aucune institution. Nous ne sommes pas pris en compte dans des réunions importantes. Et pourtant, nous représentons, même à quelques minorités possibles, la volonté du souverain primaire. Il n'y a pas que nous. Il y a plusieurs formations politiques. Vous allez entendre de Basile Olongo aussi, il faut que je les cite. Vous allez entendre d'autres acteurs politiques. Mais ils représentent quoi par rapport au poids politique? Ceux qui disent représenter quelque chose ne représentent rien parce qu'ils ont eu des élus par corruption avec les élections de 2018. Ah ben vous ne savez pas prouver cela, monsieur Jusselin. La corruption, les résultats truqués aux élections législatives, donc en 2018, ce n'est pas une affaire de M. Jusselin Manji. La population congolaise le sait. Vous pourrez prendre pour ma circonscription, je suis des Moamba. Est-ce que les élus, je crois qu'ils doivent être au nombre de 11, une dizaine, de Moamba, est-ce qu'ils sont tous connus dans la circonscription? C'est des personnalités qui sont allées dans leur aventure politique, négocier avec Corneille Nangaa, qui a dirigé un bureau très très compromis, et qui se sont décidés de prendre nos sièges, nous qui étions de vrais élus du peuple congolais, et devenir députés aujourd'hui. Par les mécanismes de validation, ils sont arrivés au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous allez vous rappeler que certains ont été invalidés et ensuite révalidés. Et c'était une histoire de monnayage qui a fonctionné depuis la CENI jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ce sont les réalités de notre société. On ne peut pas les nier, Guy Bochard. Vous êtes sur un plateau Bossolo, nous sommes sur une chaîne qui dit la vérité. Permettez-moi de contribuer à votre investigation en ce qui concerne les vérités sur le processus de 2018. Et donc, tous ceux qui prétendent dire qu'ils valent quelque chose, ils ne valent en réalité rien. Parce que le peuple congolais n'est pas d'accord. Parce que derrière, ils n'ont pas réalisé de résultats qui satisfassent donc le peuple congolais ou carrément les gens dans leur circonscription. Nous pensons qu'au sein de l'Union sacrée, il fallait donc qu'il y ait plus de structuration, de formalisation, qui sont dans l'Union sacrée, combien de formations politiques ont signé, qui sont les dirigeants des formations politiques, quelle est leur contribution, permettez-le-moi, parce que nous allons aux élections 2023. Oui. Qui jouera le rôle pour Félix Tshisekedi dans telle ou telle autre circonscription, qui apportera quoi, et comment nous pouvons valoriser la contribution, la participation de tout acteur au sein de l'Union sacrée. Et non que nous soyons dans une Union sacrée où on retrouve que Modeste Bahati qui se retrouve, on retrouve que l'UNC qui se retrouve, l'UDPS qui se retrouve, la mosaïque peut perdre l'Union sacrée qui se retrouve, mais au finish, je peux vous prophétiser, nous aurons une difficulté de pouvoir convaincre tous ceux qui ont pris part aux consultations de continuer à soutenir une dynamique qui ne reconnaît pas la contribution au temps minimum des autres. Monsieur Jusselin Manji, processus de paix en République démocratique du Congo, il n'y a pas longtemps, le président de la République, après avoir tapé le coup de poing sur la table et a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, dans le cadre de voir un peu plus clair sur la situation qui est en train de secouer la partie est de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est devenue une situation généralisée en RDC. Le Rwanda est au cœur de l'insécurité en RD Congo. Vous soutenez ça? Et comment vous voyez cette avancée diplomatique du président de la République par rapport à cette guerre que nous mène le M23? Premièrement, il faut reconnaître une chose, c'est que l'insécurité à l'est du Congo n'est pas une question qui date de l'avènement de Félix Tshisekedi. Oui. Le président Tshisekedi a hérité de cette situation, tout comme le président Kabila aussi, parce que le président Kabila prend le pouvoir, il y avait déjà les troupes rebelles contre son père, Mosé Kabila. Et le président Kabila, lui, est passé par le biais du dialogue de Sun City pour d'abord ramener tout le monde autour de la table, terminer par un accord inclusif, global et inclusif, et qui nous a permis d'emboîter les pas vers la construction d'un nouvel État
d'une troisième république. Le président Tshisekedi, pour sa part, hérite de groupes rebelles très résistants, soutenus malheureusement par le pays voisin, en l'occurrence le Rwanda, que vous avez cité, l'Ouganda, il faut aussi le préciser, qui continue aujourd'hui à alimenter, soutenir, entretenir des forces négatives. Est-ce que Museveni et Kagame ont la bonne foi qu'une paix règne dans la sous-région? Non, mais par rapport au rapport que nous avons aujourd'hui, constat, ils ne sont pas des bonnes foi. Ils appartiennent à un système qui, depuis très longtemps, a imposé un pillage systémique dans la partie est de notre pays pour s'enrichir, pour se nourrir de nos ressources minérales, pour tuer, pour s'aimer la désolation. Je crois que par rapport à eux, il faut avoir un langage très sévère et très direct pour dire que, écoutez, vous avez cette responsabilité. Si le président Tshisekedi, acceptant bien sûr l'option militaire, a aussi valoriser l'option diplomatique est en train de continuer avec eux sur ces deux voies, je pense qu'il faut l'accompagner. Ça, c'est la responsabilité de tous les Congolais. En ce temps, pour nous, en tant que courant qui veulent que le Congo puisse avancer, nous, ce que nous voulons, c'est que, d'abord, face à l'ennemi de la République, que nous puissions faire l'unanimité. Les partis politiques, le courant politique, les familles politiques, l'opposition, la majorité, le neutre, ils ne peuvent pas prévaloir la nation congolaise. Nous sommes ce que nous sommes parce que le Congo existe. Donc, il faudrait qu'à un moment, surtout comme celui-ci, nous puissions taire nos divergences d'opinion politique et que nous puissions faire tous front commun contre l'ennemi du Congo qui est d'ailleurs donc le Rwanda et l'Ouganda, qui se cachent derrière de groupes armés, le M23, les AF Danou, les Codeco, les FDLR, qui sont ce groupe-là pour lesquels ces États hypocrites continuent à prétexter leur accompagnement militaire ou carrément à nous faire ce jeu que nous voyons au travers plusieurs rencontres diplomatiques. Alors, monsieur Jocelyn Mangi, vous avez aussi bien explicité la mission et aussi les objectifs poursuivis par votre courant progressiste et extra-parlementaire institutionnel. Vous avez un agenda d'ici 2023 ? Bien évidemment, nous sommes en train de voir la marche de la République. Nous avons notre agenda. Nous continuons à l'enrichir et nous pensons que cet agenda... Tout en étant toujours hors institution. Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore pris en compte par ceux qui ont les leviers du pouvoir. Donc, une fois on vous donne un poste, vous allez nous allons apporter notre contribution à la gestion du pays. Et nous allons aussi continuer à mener le combat politique qu'il faut parce que le fait d'avoir certaines responsabilités ne nous interdira plus de continuer à travailler comme une formation politique, ne continuera plus ne va pas nous interdire à continuer à fédérer les aspirations des populations congolaises. Qu'est-ce qui vous tente être au ministère, au gouvernement Nous sommes des acteurs politiques, ça veut dire que nous avons postulé pour être au service de la nation congolaise. Nous avons souhaité être serviteurs du peuple congolais. Et je crois que ça, on ne peut pas se les refuser. Mais aujourd'hui, nous pensons que par rapport à ce qui se passe, nous avons un mot à dire. Nous sommes venus les dire au travers de Solo. Et par rapport à ce qui devrait se passer, nous avons aussi des choses à signaler pour que demain, on ne dise pas que vous avez vu ça venir. Pourquoi vous n'avez pas dit? Parce que vous prétendez être le porte-voix du souverain primaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut mériter un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, eu égard les efforts qu'il a entrepris? Écoutez, la population congolaise reste souveraine. C'est elle qui décide de qui devrait conduire à la vie du courant progressiste extra-institutionnel. Notre opinion par rapport à l'élection... Parce que vous avez dénoncé l'immobilisme. Notre opinion par rapport à la réélection du président Tshisekedi est tout à fait positive. Nous sommes de ceux qui pensent que l'élan que le président Félix Tshisekedi a démontré mérite d'être encore enrichi, renouvelé. Parce que quand je dis enrichi, ça veut dire qu'il faudrait juste un accompagnement de vrais élus du peuple, de gens qui ont encore plus de patriotisme comme lui, des gens qui veulent que le Congo puisse avancer encore beaucoup plus, comme nous, pour que nous puissions avoir peut-être un deuxième mandat avec le président Tshisekedi, pour que cet élan puisse avoir des résultats escomptés et que la population puisse dire, écoutez, les acteurs politiques de notre temps, nos congénères ont permis, à travers leur investissement, à travers leur implication dans la gestion du pays, à ce que nous puissions atteindre les niveaux d'un pays respectable au sein de la région, au niveau de la région du Grand Lac, et encore un pays beaucoup plus
attractif sur la scène internationale. Les gens qui vous ont connu sous l'ère Kabila Joseph reconnaîtront ces langages aussi, ces paroles qui sont aussi flatteurs. Et les gens qui vous ont vu avec Germain Kambinga vont vous reconnaître aussi au travers de ce langage. Mais les gens qui vous reconnaissent actuellement dans l'Union sacrée vous attendent en 2023 si ce que vous dites ici sur le plateau d'Avoue la parole dans Bossolo Télévision pourront porter les fruits pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à nous suivre à travers le monde. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Nous avions reçu sur ce plateau M. Jocelyn Mwangi. Il est le président national du parti politique courant progressiste extra-institutionnel de l'Union sacrée. Et bien sûr, ils soutiennent la réélection du président de la République, mais que nous arrêtons l'immobilisme en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Prochain rendez-vous dans un nouveau numéro qui vous sera présenté par Bossolo Télévision prochainement. Au revoir.